Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne organisée par VK, consacrée aujourd'hui aux conséquences de la loi déontologie sur les RH territoriales. Je suis Loredana et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre-Yves Blanchard, DGA au CIJ Grande Couronne. Monsieur Blanchard, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous allez nous l'expliquer dans un instant, près de 3 années ont été nécessaires à l'adoption de la loi numéro 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Cette loi, qui aborde de très nombreux sujets relatifs au fonctionnement de la fonction publique territoriale, rend nécessaire une analyse attentive quant à ses impacts, tant sur le plan institutionnel que sur celui du statut des agents. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour vous informer que les solutions RH proposées par les éditions VK sont parfaitement à jour de cette loi. Le service documentaire que vous voyez apparaître à l'écran, Statut et carrière des agents territoriaux, notamment dont le millésime est paru en septembre dernier, a été profondément actualisé pour justement tenir compte de ces évolutions. Il a été conçu pour vous permettre de décrypter les arcanes du statut de la fonction publique territoriale et vous assure une lecture claire et exhaustive. Il s'agit donc là d'un complément tout naturel à notre webconférence d'aujourd'hui. Vous pourrez retrouver tous les détails de ce service sur notre site www.vk.fr, onglet édition. Monsieur Blanchard, avant de vous laisser la parole, quelques toutes petites précisions pour nos auditeurs sur le déroulement de cette session. Mesdames, Messieurs, au cours de cette webconférence, vous avez la possibilité de poser vos questions via la fenêtre du même nom, donc questions, qui se trouve dans l'interface GoToWebinar, qui est apparue juste à droite de votre écran au moment où vous êtes connecté. Monsieur Blanchard fera tout son possible pour y répondre à l'issue de sa présentation. Restez donc bien connectés une fois la première partie terminée. Enfin, nous vous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé très rapidement par mail dans les jours à venir. Monsieur Blanchard, c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Très heureux de vous rejoindre sur cette webconférence. Alors oui, la loi du 20 avril dernier sur portant droits et obligations des fonctionnaires, elle est compliquée. J'ai choisi un peu délibérément de centrer mon propos sur la partie déontologie un peu au sens strict, parce qu'il y a énormément de dispositions de gestion qui ont fait l'objet d'apports soit du gouvernement, soit de parlementaires. S'il y a des questions sur cet aspect-là, je serais ravi de compléter. Mais en elle-même, je pense que la dynamique profonde de ce texte tient vraiment à la déontologie. Les questions sur les sélections professionnelles, sur certaines compétences des centres de gestion ou sur les commissions consultatives paritaires, bon, c'est d'une certaine façon, même si c'est numériquement important, un peu plus anecdotique de mon point de vue. Alors, ceci étant posé, ce texte, il arrive assez opportunément parce qu'on est dans un contexte général qui est très économiste, si on peut dire. La plupart des réformes territoriales qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, elles ont eu quand même comme toile de fond la maîtrise financière, les économies, rationaliser les moyens. Donc dans une logique un peu de, je dirais presque de court terme. La loi déontologie, elle fait résonner une petite musique de long terme qui réinterroge un peu le sens de l'action des agents publics, leur raison d'être en fait, au fond, ce qui les fait vivre. Et c'est peut-être bien de se prendre un petit temps pour se reposer ces questions-là et savoir un petit peu d'où l'on vient et quelle est un peu la dynamique ou les ressorts qui nous animent. Alors, de ce point de vue-là, c'est un peu le sommaire que je vous propose. C'est à la fois, ces questions sont à la fois anciennes et nouvelles, parce qu'elles ont été posées quand même depuis longtemps. Vous verrez qu'il y a un certain nombre de valeurs fondamentales qui sont clairement réaffirmées, mais qu'en même temps, on a voulu accroître la protection du service public après un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique, notamment dans le monde politique. Et qu'on attend véritablement un investissement des DRH, des DG, des responsables publics d'une façon générale pour faire vivre ces questions de déontologie. Alors, histoire ancienne et nouvelle, parce que d'abord l'accouchement de la loi a été long. Loredana le disait tout de suite, presque 3 ans, premières études du Conseil d'État en 2013, relancées en 2015, pour arriver à un texte avril 2016.
Alors, ça tient un peu à des questions de calendrier, mais qui font finalement qu'on a attendu beaucoup pour l'avoir et avoir un texte compliqué. Compliqué à plusieurs égards, d'abord parce que ce dont je parle là un peu spécifiquement, c'est une trentaine d'articles au total sur presque 90. Donc, vous voyez qu'en fait de droits et obligations, on a beaucoup aussi évoqué des questions de gestion. Complexe ensuite parce que ça fait l'objet elle a été précédée ce texte d'un certain nombre de rapports. Rapport Sauvé, remis au vice-président du Conseil d'État, remis au président de la République en 2013. Rapport Nadal, ancien procureur général de la Cour de cassation, rapport remis au président de la République en 2015, et donc dont la loi se fait un peu l'écho, si vous voulez. Et donc sa lecture et son décryptage n'est pas toujours aisé. Et donc c'est un peu là-dessus que j'assisterai. C'est aussi un enjeu de visibilité. Parce que, je le disais il y a un instant, des affaires de conflit d'intérêts forts autour de l'affaire Cahuzac notamment, enfin celle qui était la plus emblématique, ont fait se dire quand même au gouvernement qui voulait fêter d'une certaine façon avec cette loi les 30 ans du titre 1 du statut général, qu'il y avait besoin de réaffirmer des valeurs importantes pour l'administration et qui sont en fait le pendant d'un autre texte sur la transparence de la vie publique qui en 2013 a exprimé à l'égard des élus politiques locaux notamment un peu ces mêmes exigences, en tout cas les obligations fondamentales sont formulées dans les mêmes termes. Et donc enjeu de visibilité pour donner sens un peu et réaffirmer un peu le socle de l'action publique. Alors, pour autant, ces obligations sont anciennes. Le texte évoque la dignité, l'impartialité, l'intégrité, la probité, la neutralité et la laïcité. Tout ça, ça ne date pas d'hier. Sans remonter, enfin, ou en remontant un peu, 1852, Louis-Napoléon formulant déjà l'exigence de distance et de conseil des agents publics. Et si vous remontez encore au-dessus, Louis IX et Philippe le Bel, c'est les premières ordonnances où on a une affirmation de valeurs déontologiques dans ce qui sera ensuite l'administration. Donc on est là sur des valeurs très constantes. Pensez que la laïcité, par exemple, 1905, est-ce que ça tourne quand même un peu autour de ça. Donc ça ne date pas d'hier. Pour autant, les réinscrire dans un texte de loi, c'est leur donner une certaine volonté qu'elle soit vue, comprise et donc peut-être avec un peu plus d'épaisseur ou de plus de vigilance. Et donc ça sera peut-être c'est un mot un peu clé dans ce texte. Alors pour autant, la loi n'épuise pas la notion de déontologie et peut-être je vais peut-être faire un petit détour simplement sur ce que peut être la déontologie. Alors c'est pas moi qui le dis, je vous invite, si ça vous intéresse, il y a un très bel ouvrage de Christian Vigourou sur la déontologie, 800 pages, donc il y a de quoi faire. Alors, déontologie, qu'est-ce qu'on veut dire par là? D'abord, des principes fondamentaux d'action, c'est-à-dire la probité, ou encore que l'administration soit au-dessus de tout soupçon, qu'on ne puisse pas mettre en cause son action parce qu'elle serait prise dans des conflits d'intérêts. On en reparlera, mais c'est des notions que le droit pénal au demeurant sanctionne. Le vol, le détournement, les faux, la falsification, le favoritisme dans les marchés, la prise illégale d'intérêt pénalement, mais aussi certaines questions de cumul d'emploi ou encore de cadeaux ou de pantouflage. Donc il y a une exigence dans cette probité de transparence de l'action administrative, de transparence des agents aussi à l'égard de leur employeur sur les intérêts qui peuvent avoir par ailleurs. Donc premier principe d'action, être au-dessus de tout soupçon. Deuxième principe d'action, l'impartialité, maîtriser ses passions. C'est-à-dire avoir une vue distanciée et objective de toute situation. Là encore, on n'est pas le sentiment que l'administration est animée par des préoccupations autres que le service public. Vous avez là derrière toutes les questions liées au déport, dont on reparlera, aux incompatibilités, méfiance à l'égard des interventions de tous ordres auxquelles on peut être tout un chacun un peu confronté. Exigence enfin d'efficacité. Là, c'est pas dans la loi déontologie d'avril, mais se redire quand même qu'on attend des agents publics qu'ils aient de l'initiative, qu'ils ne soient pas passifs, qu'ils rendent un service de qualité, avec une certaine
un certain rendement, entre guillemets, mais en tout cas d'efficacité, et d'engagement professionnel, c'est clair, mais aussi disponibilité, avec le risque d'être sanctionné positivement ou négativement. L'insuffisance professionnelle dans l'administration, ça existe, et donc qu'on reconnaisse cette exigence d'efficacité. Deuxième aspect de composante de la déontologie, les valeurs. Un certain nombre de valeurs que l'administration porte fortement. D'abord, le respect de la loi. Là, non plus, le texte n'est pas centré spécifiquement là-dessus, mais on peut s'en souvenir quand même. Respecter les textes législatifs, réglementaires. Je suis toujours un peu inquiet quand j'entends certains tel ou tel dire ah ben, la loi nous embête, donc on va la changer, on va la réécrire. Qu'est-ce que l'on veut faire, qu'est-ce que l'on dit, et est-ce qu'on a raison de raisonner comme ça? Le sens de l'intérêt général, c'est un bateau, c'est un lieu commun, mais c'est ce qui anime quand même l'action de l'administration, appliquer la loi avec intelligence, souplesse, saisir les points d'équilibre. Il ne s'agit pas de détourner le texte, mais de comprendre quel équilibre le texte cherche à garantir, et donc c'est ce qu'on demande à l'action de tous les agents quotidiennement. Et puis on peut rajouter à ça un certain nombre de valeurs universelles. La dignité de toute personne. C'est important, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans tous les services de sécurité, ont ça, c'est emblématique. La liberté aussi, on est dans un pays de liberté, donc ce qui n'est pas interdit par la loi est permis, et donc il faut s'en souvenir de temps à autre. L'égalité de traitement, c'est pas tout le monde pareil, c'est tout le monde pareil à condition d'être placé dans des situations identiques, qu'il s'agisse d'agents ou d'usagers. L'honneur, ça a un côté un peu désuet, mais c'est une exigence professionnelle régulièrement réaffirmée. C'est un espèce de devoir envers soi-même. Quand on déclare sur l'honneur, ben, on certifie qu'on ne ment pas. Quand les policiers municipaux, ben, on s'interroge pour savoir s'ils présentent des garanties d'honorabilité. Voilà, on dit quelque chose de l'exigence personnelle que l'on demande aux agents. On indemnise de temps en temps même les atteintes portées à l'honneur d'un policier, par exemple, c'est assez récemment. On peut même retirer une légion d'honneur, donc voilà aussi une valeur importante. Valeur également de courage. Il faut du courage pour commander, parce que les décisions ne sont pas toujours faciles à prendre. Il faut aussi du courage pour obéir, parce qu'il y a des politiques quelquefois complexes à mettre en œuvre, et il convient de s'en souvenir. Valeur aussi attachée à la gestion du service public, elle s'enseigne beaucoup dans les universités. La continuité, la neutralité, l'adaptation du service est bien connue. On pourrait rajouter aussi la laïcité, ça on en reparlera, c'est des valeurs importantes. Alors tout ça, ça fait peser un certain nombre d'exigences sur les agents comme sur leurs employeurs. Sur les agents, l'obéissance. Obéir, oui, mais comme dit Christian Vigouroux, avec de l'indépendance, avec du discernement. Il n'y a rien de plus dangereux pour un employeur public que d'avoir des automates dociles. L'histoire récente nous l'a largement montré. C'est aussi avoir un comportement adéquat dans le rapport aux autres, dans la confrontation des intérêts, dans les modes d'expression, le droit ou l'obligation de réserve, ça dit tout à fait cela, dans le maniement des informations, dans les situations d'urgence. Donc on attend des agents qu'ils aient un comportement adéquat, intelligent. De l'employeur, ben oui, l'employeur il a à définir les tâches de ses agents, organiser des systèmes de délégation clairs qui permettent à chacun de savoir quelle est sa propre responsabilité. On attend de lui qu'il les protège. Très important, quand ils sont mis en cause, vous êtes dans la loi, il y a une dimension de protection fonctionnelle. Qu'il respecte aussi ses agents. Il faut respecter l'usager, c'est clair. Il faut aussi, comme cadre, comme employeur, respecter ses agents. Les récompenser, positivement, négativement, ça dépend des situations, mais le faire. Respecter aussi le droit syndical et plus généralement le dialogue social. Alors tout cela, ça fait naître d'une exigence de responsabilité pour l'employeur comme pour l'agent. On connaît dans le droit administratif la responsabilité administrative, mais qui peut devenir civile quand l'agent fait une faute personnelle. Responsabilité pénale, on n'espère pas intentionnelle, mais les délits non intentionnels existent également. Responsabilité financière, un cours de discipline budgétaire est un peu là pour ça. Responsabilité pour les plus hauts responsables devant le Parlement, et puis un peu pour tous sur les situations d'urgence, responsabilité devant l'opinion qui souvent prend à partie l'action d'administration. Alors, le statut général a souhaité, la loi a souhaité réaffirmer un certain nombre, je vous l'ai dit, un certain nombre de valeurs fondamentales. Alors, les valeurs qu'elle exprime, dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, enfin tout ce que vous avez un peu devant vous,
c'est la reprise très largement de ce que l'on trouve dans la loi sur la transparence de la vie publique. Et donc, vous retrouverez, on a souhaité que à la fois les élus et les agences aient les mêmes obligations en se disant que ce sont ces valeurs qui fondent la confiance des citoyens dans l'administration. Alors, vous avez une petite notation là sur le devoir de réserve, l'obligation de réserve. C'est pas dans la loi, mais je vous ai expliqué, en fait, ça fait partie un peu de ces obligations générales des agents et que la loi n'épuise en aucun cas l'ensemble des obligations qui pèsent sur les agents publics. Alors, la dignité, c'est la préservation de la réputation de l'administration dans et en dehors du service. Alors, cette dignité fait partie des critères qu'utilise la commission de déontologie d'ailleurs pour évaluer la possibilité pour un agent d'aller travailler dans le secteur privé. Donc, est-ce que l'activité privée va porter préjudice à l'image ou à la réputation de l'administration? Alors évidemment, toute la jurisprudence qui tourne là autour, on en vous a beaucoup mis là, et même qui tourne autour de la police, qu'elle soit locale ou nationale comme là, la volonté de nuire ou avoir un comportement qui dénature finalement les fonctions de l'agent. L'agent le policier en état d'ébriété dans un restaurant alors qu'il est censé faire respecter les règles du code de la route et qui joue sur les deux tableaux, il y a un moment donné où c'est incompréhensible. Vous l'avez aussi sur le même policier qui va sur le site pornographique, mais vous auriez dans le milieu local un animateur qui pratique ou qui utilise des sites pornographiques. Voilà, à chaque fois, il y a cette idée de dénaturation finalement de l'image de l'administration par le comportement de l'agent dans ou en dehors du service. C'est là-dessus quand même que la séparation entre la vie privée et la vie professionnelle n'est quand même pas complète dans l'administration, c'est tout à fait classique. Alors la probité, c'est vraiment l'honnêteté fondamentalement de ne pas utiliser ces fonctions pour une visée autre que l'administration, donc comme ce que disait le commissaire du gouvernement Grévis, l'honnêteté, le respect des biens et de la propriété d'autrui. Et donc tout comportement où on essaye d'échanger un avantage contre rémunération, alors l'administration il y en a assez régulièrement de ce point de vue-là, c'est évidemment tout à fait répréhensible. Alors, c'est aussi pénalement des délits de prise illégale d'intérêt, de concussion, de corruption passive, de trafic d'influence, de détournement de biens. Un détournement de biens, quelquefois on y est plus vite qu'on peut le penser. Les voitures de service que chacun a, que les cadres ont volontiers, et puis qu'on utilise de temps en temps pour ses vacances, ou le week-end, etc. Les ordinateurs portables qu'on emmène à la maison et qui finalement n'ont pas un usage uniquement professionnel, ou le téléphone. Enfin, oui, on est assez vite sur cette exigence de probité à laquelle il faut faire attention. Alors, assez proche, l'exigence d'intégrité, c'est exercé de façon désintéressée. Donc, à partir du moment où on utilise le service pour son compte personnel, oui, policier avec ses litres d'essence. Alors, c'est aussi la question compliquée des cadeaux qu'on a en fin d'année. On y est bientôt. Les caisses de vin, de quelques bouteilles de champagne ici et là. C'est des pratiques fréquentes. L'intégrité, elle peut être mise en cause assez vite parce qu'on perd finalement son indépendance à l'égard des structures avec lesquelles on travaille, qu'elles soient publiques mais surtout privées. Alors, il y avait une proposition du rapport Sauvé qui était de dire, qui reprenait d'ailleurs elle-même les propositions de la commission de la communauté européenne, commission européenne, qui dit c'est 150 € le plafond annuel. Donc jusqu'à 150 €, il n'y a pas vraiment de problème d'intégrité. Au-dessus, vaut mieux que les cadeaux restent propriété de l'administration. Le rapport Sauvé identifiait également des pratiques qui sont fréquentes, du mécénat. Beaucoup de manifestations par des collectivités publiques, organisées par des collectivités publiques, utilisent le mécénat d'entreprises. Là aussi, le rapport Sauvé mettait un peu en garde sur le montant du mécénat, sur la régularité du mécénat, sur le fait qu'on a toujours les mêmes,
Et puis quelquefois que les agents portent les t-shirts de l'entreprise qui apporte de l'argent. Donc tout ça, vous voyez, il y a là autour, sur l'intégrité, sur le côté désintéressé des fonctions publiques, des questions qui peuvent se poser. Donc c'est plein d'éléments de quotidien auxquels il faut penser. L'impartialité, c'est bien exprimé par Christian Vigouroux, on sert la loi, les convictions, impressions, intérêts ou habitudes n'ont pas lieu d'être. Donc là, c'est même pas tellement une question de déontologie, c'est une question de légalité d'un acte. Si vous avez un parti pris dans une décision, ça fait sauter la décision à coup sûr. Le cas classique, c'est en matière disciplinaire, où l'employeur va amener le dossier disciplinaire, mais si le DRH en veut à l'agent personnellement, tout de suite le débat est un peu vicié. Je repense à une décision où d'un des syndicats s'était montré, qui siégeait au conseil de discipline, avait pris parti par des tracts contre l'agent de façon très vigoureuse, et même si ce n'était pas les auteurs du tract en question, on a considéré qu'il y avait eu un défaut d'impartialité dans la procédure disciplinaire. La neutralité. La neutralité est très importante parce qu'elle équilibre, c'est un point d'équilibre en fait entre deux principes constitutionnels. D'un côté, constitutionnellement, la liberté de conscience est garantie. Et donc, on a le droit d'avoir les opinions que l'on veut et on est par principe libre dans leur expression. Et donc, l'administration ne peut pas faire grief à quelqu'un d'avoir telle conviction politique, philosophique, syndicale, religieuse. Donc là-dessus, c'est un principe qui est extrêmement fort, qui vient de la Déclaration des droits et qui est constant. En même temps, et c'est comme ça qu'est venue la neutralité, on est dans un État laïque, c'est-à-dire qui admet toutes les opinions, toutes les convictions, mais qui n'en reconnaît aucune. Donc il est garant de la liberté d'opinion ou de conviction, mais par contre, il n'en privilégie aucune. Et donc, il exige de ses propres services de ne pas faire état de leurs opinions dans l'exercice de leurs fonctions. Pourquoi est-ce que il exige cette neutralité? Parce qu'à aucun moment, les usagers ne doivent pouvoir douter que leur propre situation ou que les opinions de l'agent n'influeront ils veulent être sûrs que les opinions des agents n'auront aucune influence sur le traitement de leur dossier. Donc en fait, la neutralité, c'est le corollaire fondamental de l'égalité de traitement des usagers. Si on fait du prosélytisme, quel qu'il soit, religieux ou pas, à ce moment-là, l'usager est en droit de penser que c'est parce qu'il a les mêmes convictions que vous, il a eu telle décision, ou au contraire qu'il n'avait pas les bonnes convictions et que donc son cas a été traité différemment. Et donc l'administration est très vigilante sur le respect de ce principe fondamental de neutralité comme garant de l'égalité de traitement des usagers. Donc vous avez ça exprimé très clairement, le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience, leur dignité. Donc vous voyez bien, en fait le socle c'est on respecte la liberté de chacun, moyennant quoi on n'exprime comme agent public aucune opinion dans l'exercice de ses fonctions. Et donc, la laïcité, c'est une des composantes de la neutralité. En matière religieuse, la laïcité interdit absolument aux fonctionnaires de manifester d'une quelconque façon ses convictions. Alors, la loi utilise un peu maladroitement le terme d'opinion, mais on pourrait dire plutôt conviction religieuse dans l'exercice de ses fonctions. Donc, le port d'un signe marquant son appartenance à une religion, c'est un manquement à des obligations professionnelles. Donc, en soi, le principe est assez simple. Ça a été réaffirmé dans un avis du Conseil d'État important, Demoiselle Marteau, en 2000, mais qui, vous savez, les conclusions à la JDA. Et donc, c'est intéressant de voir comment le Conseil d'État a formulé tout cela. Et donc, ceci étant, la laïcité, c'est à l'administration d'en tirer des conséquences de sa méconnaissance. C'est-à-dire que si l'agent exprime ses convictions religieuses, c'est une faute, mais c'est l'administration qui évaluera la sanction ou pas à prononcer en fonction des circonstances. Il est bien clair que si vous travaillez seul dans un bureau en voyant jamais personne, si vous avez une croix ou quel que soit le signe religieux, eh bien ça a beaucoup moins d'impact que si vous êtes policier à contrôler des transports terrestres, comme ça a été le cas dans une jurisprudence.
je repense à une circonstance assez récente de la Cour administrative d'appel de Versailles où un animateur, donc auprès d'enfants, exprime aux enfants qu'en fait, ils ne sont pas nés de leurs parents, mais en fait, ils viennent de l'espace. Et que donc, parce que lui était très centré sur le cosmos, et donc sur le lien entre les personnes et le cosmos. Donc, il expliquait ça aux enfants. Il a même demandé à une maman de pouvoir, qui était journaliste, de publier un article sur le lien avec le cosmos comme possibilité de traiter le cancer. Donc, on est allé assez loin. Bah, ce qui, pour un agent, peut valoir un rappel simplement au règlement, pour cet agent-là, ça a valu la révocation. Donc, vous voyez que les circonstances dans lesquelles ça s'exprime, tous les services publics sont concernés, mais les circonstances vont déterminer un peu les mesures à prendre. Donc, si vous voulez des éléments sur cette laïcité, l'Observatoire de la laïcité a rendu des guides sur l'articulation laïcité et services publics qui sont intéressants, bon, au-delà même de d'ailleurs de la neutralité exigée des agents, mais les points de contact sur la laïcité sont tout à fait intéressants. À titre complémentaire, je vous dirais simplement qu'il y a eu, le Conseil d'État a rendu pour le Défenseur des droits en 2013 une étude sur la situation des collaborateurs occasionnels du service public, c'est-à-dire en fait les mamans en pratique qui accompagnent les sorties d'école, dans laquelle on disait que les mamans sont tenues à l'obligation de respecter la laïcité et donc de ne pas porter de signes religieux. Réponse du Conseil d'État, non, parce que les mamans qui accompagnent les enfants sont des usagers du service public, même si elles y collaborent, elles ne sont pas agents publics et c'est pas une catégorie intermédiaire entre agents et usagers, et donc il n'y a pas d'obligation pour elles de respecter l'interdiction de signes religieux. Tout au plus, on peut leur rappeler qu'il ne faut pas faire de prosélytisme, mais à part ça, il n'y avait pas beaucoup plus à en dire. Alors, maintenant, je vous ai dit, en commençant, service public protégé, parce qu'on a voulu mettre l'administration à l'abri d'un certain nombre de risques, notamment des conflits d'intérêts. Alors, le conflit d'intérêts, c'est vu très largement. C'est toute situation d'interférence, un intérêt public et un autre intérêt public, donc ça peut se jouer là, ou privé. Alors, c'est la suite qui est très intéressante, de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions. Donc, vous voyez que la définition est extrêmement large parce que il n'y a pas d'obligation, si vous voulez, que l'intérêt soit direct. Ça peut être un intérêt indirect. Il n'y a pas d'obligation que l'agent soit décisionnaire. Il peut n'avoir rendu qu'un avis dans la décision. Et il n'y a pas non plus nécessité que ça ait eu un effet sur la décision. Si ça l'influence, oui, il y a conflit d'intérêt, mais paraître à influencer, on est beaucoup plus large, parce qu'il suffit qu'on puisse penser que la situation de l'agent a pu peser d'une façon ou d'une autre sur la décision. Donc on est dans une définition extrêmement large, il faut être extrêmement prudent sur les conflits d'intérêts parce que c'est vu par l'extérieur, c'est pas le sentiment que l'agent a d'avoir bien fait son travail, mais c'est simplement le sentiment qu'on en a eu à l'extérieur et où on a pu penser qu'il n'en était pas ainsi. Et donc l'exigence première, c'est de faire cesser ces situations et de faire en sorte qu'elles n'arrivent pas. Alors les faire cesser, c'est le déport. Le fonctionnaire qui pense être dans un conflit d'intérêts, il saisit son patron, qui lui dira « oui, je te donne le dossier, non, je te le retire ». Si on est délégataire signature, on ne la prend pas. Pour les compétences dévolues en propre à des agents, ce serait s'abstenir, les déléguer, ou s'abstenir en tout cas de donner des instructions. Puis après ça, la loi règle des questions plus limitées sur les instances collégiales et les fonctions juridictionnelles, où eux-mêmes, enfin les personnes concernées, ont obligation de ne pas traiter en fait des questions posées. Alors toujours, gardez ça en tête, évitez toute suspicion aux yeux d'un observateur objectif et attentif. Service public protégé, alors c'est vrai que la loi a réintégré dans la déontologie, il y a la non-discrimination. C'est un principe qui ne fait que croître et embellir. Je veux dire, la loi a rajouté la discrimination liée aux situations de famille, donc c'est toujours interdit. Et donc on ne peut pas accorder ou refuser une embauche, ou la gestion ne peut pas être orientée par cela. Et on ne peut pas non plus en vouloir à quelqu'un d'ailleurs qui aurait contesté ou qui aurait mis en œuvre ou qui aurait dénoncé, enfin voilà, toute l'action contre les situations discriminatoires sont exclues. Alors situation de famille, mais il faut se rappeler que la loi travail a rajouté les agissements sexistes
et a même ensuite à rajouter la particulière vulnérabilité de certaines personnes. Alors je vous signale que dans la loi sur la modernisation pour la justice du XXIe siècle, ça a été réintégré dans le code pénal même. Donc vous voyez que, ayez en tête simplement sur ces questions-là que la discrimination ne fait que s'élargir dans son champ d'application. Et donc on est très attentif aujourd'hui, et donc le respect de l'usager, hein, si je vous en parlais, le respect de l'usager, ben, c'est tout ça en fait. Dans la discrimination, c'est fondamentalement le respect de la personne, hein, vraiment. Alors, protéger le service public, le déport c'était une chose, mais éviter que ça se produise, c'en était une autre, et donc on a inventé des obligations déclaratives. Trois déclarations de types différents, d'intérêt patrimonial et de gestion des instruments financiers. Tout ça soumis à décret, parce qu'il faut un décret pour dire qui est concerné, puisqu'à chaque coup on vous dit dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Donc c'est qui est concerné, ça sera définir les personnes concernées, puis après ça on déclenchera en fait ces déclarations dans les 6 mois qui suivent. Hein. C'est un système tout à fait classique. Alors déclaration d'intérêt, c'est identifier tous les intérêts que l'agent a pu détenir dans le passé par rapport aux fonctions qu'il a exercées. C'est-à-dire, on ne cherche pas à savoir quel est son patrimoine. C'est ça, le patrimoine c'est tout à fait différent. Là, ce qu'on cherche à savoir, s'il s'est trouvé dans une situation professionnelle qui fasse qu'il a exercé des fonctions qui viendraient en conflit avec les fonctions qu'il a à exercer. Et donc, sur un certain nombre d'emplois à fixer, on demandera au nouveau nommé de déclarer à son patron, à l'autorité locale ou à l'autorité de nomination, les intérêts qu'il a eus dans les 5 ans qui précèdent. Alors ça va être des tas de choses. Là, ça peut être évidemment les activités salariales avec les rémunérations qu'il a perçues, mais ça peut être aussi les participations dans des entreprises, participations directes. Ça peut être les activités de consultant. Donc vous voyez, on va balayer assez large et on remonte sur les 5 années. On va remonter probablement sur les 5 années qui précèdent. Et c'est même celle de son conjoint ou de son concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité. Donc essayer d'identifier les intérêts qui peuvent entrer en conflit en frontal avec les fonctions. Et donc c'est l'employeur qui va évaluer ça. S'il ne sait pas faire, il demandera à la haute autorité pour la transparence de la vie publique de l'aider, celle qui s'intéresse aux élus. Évidemment, on ne s'intéresse pas aux opinions politiques, philosophiques, syndicales. Mais vous voyez, ça sera compliqué à gérer parce qu'on va avoir ça dans le dossier de l'agent, on va le mettre en annexe parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine confidentialité là-dessus. C'est pas tout à fait comme avoir la situation d'autres éléments de sa carrière. Mais c'est l'employeur qui va avoir ça. Et puis évidemment, si les intérêts changent substantiellement, à chaque coup, il faut remettre un peu le couvert. Déclaration patrimoniale, c'est tout à fait autre chose. C'est savoir vraiment quel est le patrimoine de l'agent. Pour d'autres fonctions, donc c'est l'intégralité du patrimoine. Et ça, c'est donné seulement à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. C'est celle qui intervient pour les élus, qui réceptionnera la déclaration patrimoniale des agents publics. Parce que là-dedans, on met beaucoup de choses. On sait par les élus qu'on a les biens immobiliers, évidemment, que l'on possède, ou tout le patrimoine immobilier du couple. Donc, ou de l'unité familiale. C'est aussi les biens mobiliers. Tout ce qui a plus de 10 000 euros, c'est déclaré. Plus les valeurs, plus en tout genre. Donc, il y a vraiment dans la déclaration patrimoniale l'intégralité de la richesse de la personne. C'est comme ça qu'on a eu des affaires qui s'intéressaient aux voitures, et des ministres qui n'aient pas déclaré toutes leurs voitures. Voilà, c'est parce que le système passe extrêmement bas. Alors évidemment, comme les gens mettent sur la table tout leur patrimoine, c'est une autorité unique qui concentrera toutes ces informations parce qu'elles sont couvertes évidemment par le secret. Et donc l'idée de la déclaration de situation patrimoniale, c'est de comparer le patrimoine à l'entrée et à la sortie des fonctions pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'enrichissement abusif. Et donc on fait une déclaration à l'entrée en fonction dans les 2 mois de l'entrée en fonction et on fait une autre déclaration dans les 6 mois de la sortie pour vérifier le différentiel de patrimoine. Le mandat de gestion, ça sera l'obligation pour certains agents qui ont des fonctions financières, et s'ils gèrent des actions, des obligations, que peut-être ces actions soient gérées par d'autres qu'eux-mêmes, sans droit de regard de leur part. C'est aussi des éléments que l'on connaît déjà chez les élus locaux. Là aussi, transmise à la haute autorité pour la transparence de la vie publique seulement, et donc non communable au tiers. Alors, tout ça, c'est soumis à sanction
pénales fortes, hein, vous voyez, 3 ans de prison, 45 000 € d'amende, et puis alors les diffuser, ça coûte extrêmement cher aussi, parce qu'évidemment, tous ces éléments ont quand même une certaine confidentialité évidente. Alors, rajoutons à ça qu'on a voulu aussi empêcher les fonctionnaires qui sont dans des entreprises publiques ou financées avec des concours publics d'avoir des parachutes dorés en sortie de fonction, donc il n'y aura pas d'indemnité, de cessation de fonction, et donc là, vous voyez, à part les contrats en cours, mais sinon, il y a l'idée quand même de ne pas avoir d'avantage au départ des fonctions qu'on a pu exercer. Alors, sont déjà concernés, c'est là ce petit diapo qui est un peu compliqué, mais vous aurez l'occasion d'y revenir, ce sera un peu ce qui vous restera après cette conférence, mais les collaborateurs du cabinet sont déjà concernés en fait par ces obligations déclaratives d'intérêt et de patrimoine qu'ils ont dû faire déjà. Et donc l'idée c'est que sont concernés les directeurs et chefs de cabinet des employeurs locaux qui sont déjà eux-mêmes dans le champ de ces obligations. C'est pour ça qu'on vous a mis une liste président de conseil régional, départemental, maire de communes de plus de 20 000 habitants ou président de PCI de plus de 20 000 habitants ou avec un budget de plus de 5 millions d'euros. C'est-à-dire en fait ce sont les autorités qui sont déjà soumises à déclaration d'intérêt ou patrimonial qui vont être dont les collaborateurs, enfin les directeurs et chefs de cabinet vont être à même doivent avoir dû faire leur déclaration de patrimoine. Alors protéger le service public, c'est aussi réécrire les cumuls d'emplois. Très compliqué les cumuls d'emplois parce que il y a à la fois un intérêt à ce qu'une forme d'essaimage de l'administration pour la création d'entreprises, c'est intéressant quand même pour le développement économique de la nation, mais en même temps on ne veut pas non plus que ça soit au préjudice des fonctions publiques. Donc on a redéfini un peu un équilibre qui avait été posé en 2009 et qu'on a le balancier revenu un peu plus strict. Par exemple, on ne peut pas être à temps plein et créer une entreprise. Ça se fait forcément dans un temps partiel, limité, 3 ans, vous voyez, comme vous voyez, temps partiel qui n'est plus de droit alors qu'il l'était. Donc on est plus raide. Dans la création d'entreprise est comprise la création d'auto-entreprise. Seulement, alors ça c'était la version initiale des GAFP. Le débat parlementaire a ramené quand même l'idée d'activité accessoire exercée sous le format auto-entreprise. Donc en fait, on a une forme de contradiction dans le texte, c'est-à-dire qu'à la fois on ne peut pas la créer s'il s'agit de créer une entreprise, mais s'il s'agit d'une activité accessoire, elle peut s'exercer dans le cadre d'une auto-entreprise. Donc il y a une espèce de contradiction dans le texte, mais qui vient vraiment là du débat parlementaire entre la version initiale du texte qui ne prévoyait pas et ce que le débat parlementaire a voulu ramener. Donc de service à la personne, création de ses biens propres, genre pizza, enfin bon, ce genre de choses pourra se faire en auto-entreprise. On a limité un peu plus le cumul entrant, c'est-à-dire la personne qui arrive chef d'entreprise ou d'une association à but lucratif, elle peut le maintenir, mais dans une durée limitée, 2 ans. Le cumul emploi, on a confirmation de ne pas pouvoir cumuler plusieurs emplois à temps complet, mais ça on le savait déjà un peu. Donc on aura, vous voyez, jusqu'en 2018, les agents auront 2 ans pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes pour cesser leur activité dans dont ils bénéficient ou jusqu'au terme du temps partiel pour création d'entreprise. Alors on a rajouté quand même le statut d'enseignant associé. Ça intéresse pas mal dans le milieu universitaire. Les cumuls libres, notamment la gestion de son patrimoine ou encore les prestations littéraires ou artistiques, ceux qui écrivent des livres, qui font des disques, qui écrivent de la musique, enfin ce genre de choses, ou de la photographie. Voilà, cela c'est la liberté de création, c'est le code de la propriété intellectuelle, donc c'est gardé. Alors, dernier point de protection du service public, c'est la protection fonctionnelle. Alors, protection fonctionnelle, on a réécrit, c'est plus simple, c'est plus lisible, c'est bien mieux qu'avant. Vous savez, protection, c'est l'agent qui crée un dommage, ou l'agent qui est victime d'une agression, ou l'agent que l'on poursuit pénalement. C'est 3 niveaux qui ont été réécrits. Simplement, ce qu'on a en plus, c'est qu'on a la protection joue explicitement pour les agents qui ont été témoins assistés, c'est-à-dire entendus par la justice, placés en garde à vue, ou qui se voient proposer une composition pénale, c'est-à-dire une peine pénale par le procureur. Et donc ça, c'est une première extension parce que ce n'était pas clair dans le texte. Deuxième extension, c'est les ayants droit, conjoints, concubins, partenaires, pax, enfants, ascendants, qui soit sont victimes d'une agression à cause des fonctions de l'agent, soit qui engagent une action parce que l'agent n'a pas fait. Mais l'agent a été victime d'une agression, il n'a pas engagé d'action, ce sont ces ayants droit qui vont le faire.
On a ajouté le harcèlement sexuel et moral. Alors la jurisprudence l'avait dit, la loi l'a écrit, mais avec une limitation des frais exposés, puisqu'en fait il est prévu un plafonnement de la protection fonctionnelle, 108 000 € hors taxe, ou 300 € hors taxe pour un avocat de l'heure, et 170 pour un collaborateur. Alors, je vous ai dit, c'est mon dernier point, il y a une dynamique dans la loi, c'est qu'on attend un engagement fort de tout le monde. Vous avez bien compris que la déontologie, c'est un enjeu qui est très large et qui doit se décliner localement. Donc le premier, ce qu'on attend d'abord, c'est que le chef de service, l'employeur, s'engage sur la déontologie. C'est ce que vous dit la loi. Tout chef de service de veiller au respect des principes, en les adaptant. Parce que la déontologie dans un département n'est pas forcément celle d'une commune rurale. Et que donc les questions posées dans la commune ne sont pas forcément de même nature, et que donc il y aura peut-être à mettre l'accent sur certains points ici ou là. On est dans la jurisprudence Jamar du pouvoir d'organisation du chef de service sur sa structure. Et donc, mais il y a vraiment cette idée d'une adaptation et d'une proximité pour que ça prenne sens. C'est là que se noue en fait principalement la culture de la déontologie. On a également refondu une instance qui existe déjà, qui est la commission de déontologie. Elle existe depuis longtemps celle-là, mais aujourd'hui elle est dans la loi de 83, commission de déontologie de la fonction publique. Ce qui est intéressant à considérer, c'est qu'elle voit ses compétences significativement étendues. D'abord, elle rend des avis sur les projets de texte, vous le voyez. Elle peut rendre des avis, notamment à l'État, sur des situations individuelles ou sur de nouvelles règles. Donc, les situations individuelles, ça sera confidentiel. Elle peut s'autosaisir. Ça, c'était pas écrit explicitement. Mais surtout, aujourd'hui, elle sera obligatoirement saisie de tout exercice d'une activité privée ou libérale dans le cadre d'une cessation temporaire ou définitive de fonction, quelles que soient les fonctions préalablement exercées. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, il fallait avoir contrôlé l'entreprise concernée. Aujourd'hui, plus du tout. Donc, toute activité privée ou libérale, ça passe dans la commission de déontologie. Et c'est l'agent qui doit se déclencher, à défaut, son employeur. Ces avis sont de 3 ordres, compatibilité, incompatibilité ou compatibilité avec réserve. Je veux bien que vous travaillez pour telle grosse société, mais pas dans le même périmètre géographique que là où vous avez exercé vos fonctions. Et donc, ces incompatibilités ou avec réserve, compatibilité avec réserve, ça s'impose à l'employeur comme à l'agent. Donc, c'est tout à fait important. Pouvoir d'instruction très accru. Vous devrez, comme agent ou employeur, transmettre toute explication aux documents nécessaires. La commission peut entendre toute personne dont le concours lui paraît utile. Et d'ailleurs dans sa composition, l'employeur ne siège plus dans la commission de déontologie. Il sera entendu pour avis. Il y aura des représentants des différentes catégories d'employeurs, mais avec une instance qui est présidée par Conseil d'État, avec Conseil d'État, Cour des comptes, enfin bon, une instance très forte, c'est la même composition à peu près qu'avant, sauf que l'employeur ne siège plus comme membre au moment du dossier de l'agent. Il est entendu pour avis. En plus, les travaux de la commission de déontologie peuvent être coordonnés avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour échange d'informations. Donc vous voyez, on a voulu vraiment structurer un petit peu ces questions déontologiques. Alors, innovation du texte forte, le déontologue. Alors le déontologue, c'est l'idée un peu que Rapport Sauvé avait manié un peu dans ses propres préconisations. Il disait, il faut absolument que dans la déontologie, on ait des chartes, on ait des guides, on ait des référentiels et d'actions pour les agents de façon à ce qu'ils puissent trouver des points de repère dans leur action. Et donc, la proposition du rapport, c'est de dire il faut, pour que ces référentiels soient pertinents, il faut qu'ils puissent se construire au plus près des agents concernés et des structures concernées. Et donc, inventons un référent déontologue qui sera le conseil des employeurs et des agents sur l'ensemble des questions déontologiques. Alors la loi pose ça un peu comme idée, mais confie cette mission-là au centre de gestion pour les collectivités affiliées et même d'une certaine façon pour les non-affiliés, puisque pour les collectivités locales qui nous écoutent, le socle commun auquel peuvent adhérer ces collectivités comporte notamment le conseil statutaire et le référent déontologue. Donc en fait, à partir du moment où on adhère au socle, on prend le référent déontologue du centre de gestion. Donc ce référent déontologue, l'histoire ne dit pas vraiment
ce qu'il sera. Et le décret est difficile à écrire parce que différents types d'employeurs, donc comment avoir le bon référent et comment ajuster le texte. On ne sait pas si c'est une ou plusieurs personnes, par exemple. Est-ce que c'est collégial? Le Conseil d'État, c'est collégial. On ne sait pas non plus si c'est forcément quelqu'un de la structure de l'employeur ou si c'est une structure extérieure. Donc, vous voyez, on a des tas d'arbitrages qui n'ont pas encore été rendus. Ce que je me dis, enfin en discutant un peu avec d'autres, alors c'est peut-être une idée qui va émerger, c'est qu'avec la commission de déontologie dont je viens de vous parler, finalement, on pourrait peut-être créer avec ces déontologues une forme de réseau un peu vertical qui aille d'un niveau national avec une commission de déontologie qui ait une vision un peu d'ensemble et peut-être des référents déontologues qui a un lien avec cette commission de déontologie. Parce qu'au fond, le déontologue, c'est quoi? C'est l'employeur qui se met un peu une épine dans le pied en ayant quelqu'un qui est là pour lui rappeler ce qu'il ne doit pas faire quand ça dérape. Donc, vous voyez il y a quelque chose à construire, mais à imaginer qu'il pourrait être tout à fait intéressant d'avoir un réseau de déontologie qui permette d'aider l'administration à mieux fonctionner sans être, il ne s'agit pas de contrôler, mais il s'agit d'aider et de faire en sorte que l'action garde son sens de base et des grands principes que je vous ai évoqués au départ. Dernier acteur que mentionne la loi, les lanceurs d'alerte, qui dénoncerait un crime, un délit ou une situation de conflit d'intérêts, sous réserve que dans le conflit d'intérêts, ils aient alerté, que le lanceur ait alerté en vain ses supérieurs. Alors il pourra même en témoigner auprès du référent déontologue. Alors il ne peut pas être sanctionné pour avoir fait ça. C'est tout ce que dit la loi en fait. S'il le fait de mauvaise foi, là, il risque. C'est-à-dire avec l'intention de nuire ou de la connaissance de l'inexactitude de ces partiels, au moins des faits qu'il dénonce, là, il y a un risque pour lui. Alors, la loi, le texte ne dit pas plus que ça sur le lanceur d'alerte, parce qu'en fait, le Conseil d'État réfléchit par ailleurs sur le statut du lanceur d'alerte, qui n'est pas simple. Alors, peut-être vous voudriez qu'on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais en gros, l'idée, c'est qu'il y ait une gradation dans l'alerte, le Conseil d'État considérant que prendre le public à partie, ça ne peut pas être le premier niveau d'alerte. Ça n'est que le dernier quand tout le reste a échoué, parce que à la base, l'alerte, c'est quand même l'idée, le premier niveau qui peut aider l'agent, c'est quand même son responsable direct. Donc il faut déjà que l'administration au plan interne soit capable de prendre en compte, de gérer l'alerte pour voir si elle est fondée ou pas. Donc le Conseil d'État a rendu un rapport il n'y a pas très longtemps sur les lanceurs d'alerte et sur la définition ou en tout cas l'organisation de l'alerte, mais pour l'ensemble des secteurs publics et privés, pour essayer de mettre un peu d'ordre et ne pas se contenter de ce qu'on voit dans la presse tous les jours. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire, moi, sur cette loi dans la dimension déontologique, mais vous voyez que 3/4 d'heure, c'est court, et qu'en même temps, c'est un texte assez dense, mais qui crée une forme de dynamique sur la déontologie qui me semblait intéressant de partager avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Effectivement, 3/4 d'heure, on l'a vu, c'est très court pour évoquer l'ensemble des champs que couvre cette loi. Je vais vous laisser quelques minutes si vous souhaitez poser vos questions dans la fenêtre questions. Pendant ce temps, je vais vous faire parvenir le PowerPoint sur lequel vous pourrez revenir plus en détail plus tard parce qu'effectivement, certains points sont plus détaillés sur la présentation PowerPoint. Et j'ai déjà 2 premières questions qui arrivent, donc on va pouvoir s'y consacrer dès maintenant si vous le voulez bien, Monsieur Blanchard. Oui. Alors, la première question, bonjour, est-ce que la fonction de référent déontologue est compatible avec l'exercice d'un mandat syndical? L'histoire le dira, mais enfin, j'aurais tendance à vous dire non, parce que je pense que c'est pas les mêmes missions. Alors c'est vrai que le Conseil d'État avait imaginé pour les lanceurs d'alerte peut-être que les représentants du personnel, ça puisse être un lieu aussi d'évocation dans les petites communes seulement des questions d'alerte et donc peut-être un peu de déontologue. Mais l'idée quand même, c'était plutôt d'avoir quelqu'un qui ait une forme d'indépendance, que l'idée de base quand même, c'est d'avoir cette indépendance ou ce décalage, si vous voulez, par rapport au fonctionnement de l'administration qui permettent d'avoir un appui sûr. Et donc, je veux dire, j'ai un peu peur que l'engagement syndical et le référent déontologue, on ait à un moment donné un sentiment de conflit. Et pour l'employeur, c'est pas simple, parce qu'il ne s'agit pas seulement de conseiller les agents, il s'agit aussi de conseiller quand même les employeurs.
Et donc, il faut absolument que le déontologue, pour qu'il puisse vivre, ait cette indépendance-là et qu'il soit reconnu comme tel, parce que, je veux dire, le vouloir dans la loi, c'est une chose, le faire vivre au quotidien et accepter ce mode de fonctionnement, il faut quand même un certain décalage. Donc, je sais pas, je m'avance peut-être un peu, mais intuitivement, je me dis qu'il faut qu'on ait cette garantie d'indépendance. Toujours sur les référents déontologues, est-ce que le lanceur d'alerte pourra se diriger uniquement vers ce référent? C'est une piste que le Conseil d'État a évoquée dans son rapport en disant que le lanceur d'alerte, alors il faut revenir un peu plus en arrière si vous voulez. L'idée de lanceur d'alerte pour le Conseil d'État avec une gradation de niveaux, il dit le premier niveau c'est le niveau du supérieur hiérarchique. Si le supérieur hiérarchique n'arrive pas à apporter de solution, parce que c'est lui le problème, il faut construire un canal interne. Et ce canal interne, dans l'esprit du Conseil d'État, ça pouvait être un comité de déontologie ou un déontologue qui soit ce troisième niveau finalement, ou deuxième niveau de traitement de l'alerte. Et c'est seulement après que le Conseil d'État voyait un canal externe. Alors, canal externe, pour des petites mairies, vous voyez peut-être la préfecture, ou même un portail avec un certain nombre d'agences qui auraient renvoyé la question sur des agences sur les marchés, en matière d'environnemental, en matière de santé. Il y a plein d'agences en fait qui gravitent d'autorités administratives indépendantes qui auraient pu traiter l'alerte. Et puis le dernier niveau, c'était le grand public. Merci. Je passe à la question suivante. Alors, une question assez large. En tant que collectivité locale, comment prévenir les conflits d'intérêts de ces agents? Quelles actions mettre en place? Prévenir les conflits d'intérêts. Alors, l'obligation de déport est assez simple. Je pense que toute la structure de la loi, ça repose au départ sur quand même le fait d'un lien avec la hiérarchie qui soit bien construit. C'est-à-dire que l'agent puisse déposer les questions qu'il a. Et les conflits d'intérêts, c'est d'abord quand même que l'agent qui se trouve dans une situation de conflit d'intérêts puisse demander est-ce que j'ai pas un risque sur le traitement de la situation. Ça, c'est vraiment le premier niveau. Je crois que c'est celui qu'on peut mettre en place tout de suite. Après ça, il y a possibilité, mais ça c'est à construire complètement, c'est de se dire qu'il peut y avoir dans des collectivités des zones à risque sur les marchés, sur l'urbanisme, enfin que sais-je, et que donc de donner des directives de conduite à tenir un petit peu qu'il faut créer avec les professionnels de la collectivité, professionnels du secteur, pour dire quelle est la façon ou un peu que le mode opératoire que doivent suivre les agents quand ils sont dans ce secteur d'activité-là. À quoi il faut qu'ils soient vigilants? Comment est-ce que traiter les dossiers? Vous voyez, je pense qu'il y a quand même une réflexion, cette double réflexion à avoir de départ, parce que ça c'est vraiment, ça c'est un problème de dialogue et de lien à l'employeur, et ensuite d'identifier ou de construire des directives de conduite à tenir dans des secteurs qui sont particulièrement sensibles. Merci beaucoup. Là, j'ai une question qui est un petit peu complémentaire de celle à laquelle vous avez répondu juste avant. On me dit merci. Je vous transfère les remerciements. Est-ce que les agents devront automatiquement informer leurs responsables de la saisie du référent déontologue? Non, alors l'idée c'est que le référent déontologue, il y a une certaine confidentialité, enfin tous ces mécanismes-là. Mais l'alerte c'est pareil, hein. Le Conseil d'État l'a écrit très clairement, mais quand vous saisissez quelqu'un, vous avez besoin d'un conseil. Et donc si c'est sur la place publique, je veux dire la mécanique de la place publique va forcément bloquer quasiment le système. Je pense que le référent déontologue, ça peut fonctionner si cette autorité qui est placée à côté de l'employeur peut aider un peu confidentiellement l'agent. Alors, sur les lanceurs d'alerte, le Conseil d'État préconisait deux choses. Il disait d'abord, il faut absolument de la confidentialité, parce que sinon, on sape sur ces bases l'alerte, c'est clair. Mais en même temps, il faut qu'il ait un retour de l'alerte qu'il a posée, c'est-à-dire qu'il faut lui répondre. Et que donc, quand il saisit que ce soit le déontologue ou que ce soit son supérieur direct, il faut qu'il ait une réponse à sa demande. Parce que sa demande, elle n'est pas perverse, on ne présume pas qu'elle soit perverse au départ. Mais il faut qu'il y ait un retour qui puisse lui être adressé. Et donc oui, il faut de la confidentialité, et oui, il faut qu'il y ait un suivi qui soit rendu à l'agent. Mais vous voyez, c'est bien la question de ce référent déontologue, c'est vraiment cette idée d'un conseil qu'on puisse apporter. On ne cherche pas à contrôler, c'est pas l'œil de Moscou, si je puis dire.
c'est vraiment le conseil apporté aux agents et à leurs employeurs. Mais il faut que l'employeur ait clairement conscience de l'installation de ce process-là qui ne se joue pas contre lui. Mais il ne s'agit pas d'opposer l'agent à l'employeur. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde essaye d'avoir une vue claire des conditions dans lesquelles bien travailler. Alors ça peut déboucher sur... on peut s'apercevoir, le déontologue, il aura peut-être aussi, au regard de l'employeur, de dire, ben voilà, j'ai été saisi d'un certain nombre de questions qui peuvent être récurrentes sur cette thématique-là, il faudrait peut-être qu'on redéfinisse ensemble des modes opératoires dans tel domaine, je sais pas, sur la laïcité, sur les modes de recrutement, quand on dit, pas dans les écoles, telle ou telle conviction religieuse, enfin, je sais pas, il y a des dérives, quelquefois, qui peuvent se poser. Merci beaucoup. Oui, on a encore le temps de faire une ou deux questions. Qu'en est-il de la situation de l'agent à l'issue du temps partiel au titre du cumul d'activités pour créer ou reprendre une entreprise? Le temps partiel, il a 3 ans, simplement il n'est plus de droit. Donc en fait, l'agent au terme de son temps partiel, soit il rentre encore dans les clous, soit l'employeur lui refuse le temps partiel, ça sera fini. Donc il n'y aura pas d'autorisation, il faudra qu'il rentre dans un autre dispositif. L'agent qui a utilisé un temps partiel pour créer une entreprise et puis qui arrive au bout et qu'on ne renouvelle pas, pour une raison, soit parce qu'il est au terme de la durée possible ou parce que l'employeur ne veut pas, il a la question de demander une disponibilité pour créer une entreprise ou pour convenance personnelle avec avis de la commission de déontologie et d'exercer son activité professionnelle dans ce cadre-là. Mais il aura une option à prendre. C'est en fait la combinaison des deux qu'on limite. Alors merci, on me remercie pour votre réponse également. Je vais passer à la dernière question. Quelles règles pour un agent chef de service d'une EPCI sans délégation de signature qui est aussi conseiller municipal adjoint d'une commune membre? C'est-à-dire, mais quelle est la question derrière? Alors, est-ce qu'éventuellement vous pourriez préciser, si vous êtes toujours là, la question qui a été posée pour qu'on puisse y revenir? Je vais, le temps que la personne précise sa question, on me demande s'il serait possible en quelques secondes que vous reveniez sur, on me dit nous avons une coupure au moment du passage sur le conflit d'intérêts, règles de déport notamment, est-il possible d'y revenir rapidement? Oui, alors, rapidement, le déport, c'est simple, c'est le fait de ne pas traiter une situation dans laquelle on risque on se sent en conflit d'intérêt. Donc, l'interlocuteur de premier niveau, c'est le supérieur hiérarchique, c'est lui qui définit si vous pouvez ou non traiter le dossier, en fonction de l'expression que vous aurez donnée. Après ça, la loi complète en disant si vous êtes bénéficiaire d'une délégation de signature et que vous êtes en situation de conflit d'intérêt, vous ne l'utilisez pas. Si vous avez une compétence qui vous est dévolue en propre, vous vous faites suppléer. Puis après ça, le texte, c'est ce que j'ai expliqué, a des dispositions spécifiques pour les autorités collégiales et puis pour les juridictions. Et ça, c'est des dispositifs qui leur sont propres, mais l'idée est la même, c'est de ne pas traiter ou ne pas décider ou ne pas voter sur le sujet en cause. Merci. Alors, je reviens à la fameuse question, on m'a apporté quelques précisions. J'espère que ça va vous permettre d'y répondre. Donc, la question était quelle règle pour un agent chef de service d'une EPCI sans délégation de signature, qui est aussi conseiller municipal adjoint d'une commune membre, et on me précise quant à son implication à son conseil municipal et les questions interco abordées. Quand il est dans cette situation-là, si comme chef de service, on traite de la question qu'il a eue, dont il a à connaître comme conseiller municipal, au sein des intercos, il pourra pas, là il va se trouver dans une situation de conflit d'intérêt, parce que c'est un conflit d'intérêt public-public. Donc il va se trouver exactement dans une situation de conflit d'intérêt. Donc il va falloir qu'il s'abstienne de traiter de la question, parce qu'en fait, on va pouvoir penser que la décision qui sera prise sera aussi fonction des intérêts qu'il défend par ailleurs. Donc c'est exactement des situations de conflit d'intérêt, ça. Merci beaucoup. Allez, on va en faire vraiment une toute dernière. Si vous le voulez bien, question plus large, lanceur d'alerte, référent déontologue, politique RPS. Est-il également prévu par la réglementation un rappel des obligations qui sont celles des agents en qualité d'agents publics? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'on rappelle à tous les agents publics leurs obligations, c'est ça? Alors, est-ce que... oui, c'est ça. Si vous voulez, dans l'idée que le chef de service est le premier niveau de mise en œuvre de la déontologie, si vous pensez nécessaire de tout rappeler, faites-le. Moi, j'aurais tendance à vous dire que le champ est tellement large qu'il faut quand même prendre un peu les obligations qui vous paraissent les plus essentielles localement, parce que si vous voulez, la loi, vous voyez, si vous reprenez tous les articles, vous allez vous retrouver avec 10 articles qui déclinent chacun les choses. Donc l'idée qu'il y a derrière, c'est que
d'identifier soit sur l'ensemble de la collectivité, soit service par service, les obligations particulières sur lesquelles vous souhaitez appeler l'attention. Comprenez, c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en vous disant que c'était un peu la déontologie dans son ensemble, parce qu'on voit qu'on balaye très large. Maintenant, pour la rendre audible à des agents de toute catégorie, parce qu'il n'y a pas seulement des cadres, mais il y a aussi des agents de catégorie C pour lesquels qui vont être auprès de personnes âgées. Pour eux, dans des CCAS, quand vous intervenez auprès de personnes âgées, c'est quoi la déontologie et c'est quoi ce que vous attendez? Le respect de la personne est peut-être très très important là. La probité, le fait de ne pas toucher à l'argent des personnes âgées, de ne pas, enfin, vous voyez, c'est toute la question des courses, de l'argent que les personnes âgées vous confient pour faire leurs courses. Là, il faut réfléchir attentivement par secteur d'activité parce que c'est très important pour eux. Les conflits d'intérêts, c'est moins central pour une auxiliaire auprès de personnes âgées. Mais par contre, le respect de la personne, lui, est essentiel. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci à nos auditeurs pour leur participation très active. On arrive malheureusement à la fin du temps dont on disposait pour cette webconférence. Nous allons devoir y mettre un terme. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu le temps de poser leurs questions ou dont les questions vous viendraient un petit peu plus tard, sachez que VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert que vous voyez apparaître à votre écran qui vous permet de poser directement vos questions par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir immédiatement une réponse. Pour plus de détails, soit sur ce service, soit sur le service documentaire statut et carrière des agents territoriaux dont je vous ai parlé en début de webconférence, je vous donne rendez-vous sur notre site vk.fr où je vous invite à contacter directement notre service relations clientèle au 01 53 35 17 17. Monsieur Blanchard, un immense merci à vous pour votre intervention. Merci à vous. Et merci à tous pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre aujourd'hui, à participer à cette webconférence. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un autre rendez-vous et vous souhaite une excellente journée au nom de toute l'équipe VK. Merci beaucoup. Bonne journée.